Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington, très content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Qui affrontera le président républicain Donald Trump à la présidentielle américaine de novembre? Bernie Sanders remporte la primaire démocrate du New Hampshire alors que l'ancien favori Joe Biden est relégué à la 5e place. Les 8 candidats toujours en lice ont désormais les yeux rivés sur d'autres États. En République démocratique du Congo, la majorité des 70 000 habitants de Mangina dans le nord Kivu fuient leur foyer en raison d'attaques imminentes des forces démocratiques alliées. Un afflux qui inquiète les autorités locales de Beni qui voient un double danger de nouvelles contaminations à l'Ebola et des infiltrations de la ville par les ADF. L'épidémie de coronavirus continue de faire des victimes en Chine. Ailleurs, des centaines de cas ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. L'Afrique est pour l'heure épargnée, mais au plan économique, la maladie a d'ores et déjà eu des effets sur le continent, comme nous le verrons plus tard. La course est encore longue, mais Bernie Sanders et Pete Buttigieg, de 40 ans, son cadet, ont pris un solide départ dans les primaires démocrates aux États-Unis. Le sénateur du Vermont et l'ancien maire d'une petite ville de l'Indiana, inconnu du grand public il y a un an, ont terminé en tête hier dans le New Hampshire. Ils sont talonnés de près par la sénatrice Amy Klobuchar. Mais revers cuisant pour l'ancien vice-président Joe Biden, arrivé 5e. La campagne se poursuit néanmoins avec pour but de décrocher l'investiture démocrate afin de défier le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Le point avec Irénée Hermann-Oungbo. Bernie Sanders a obtenu un solide soutien des démocrates progressistes et des jeunes électeurs pour parvenir à ce résultat dans le New Hampshire. Notre campagne ne vise pas seulement à battre Trump. Il s'agit de transformer ce pays. Il s'agit d'avoir le courage de s'en prendre à Wall Street, aux compagnies d'assurance, aux compagnies pharmaceutiques, à l'industrie des combustibles fossiles et au complexe militaro-industriel. L'ancien maire Pete Buttigieg occupe la 2e place après avoir terminé premier dans l'Iowa la semaine dernière. Pete Buttigieg s'est engagé à rassembler les démocrates. La surprise de la soirée a été la confortable 3e place du sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar. Klobuchar a rechargé sa campagne avec un élan tardif de soutien d'électeurs modérés et une forte performance dans le débat de vendredi dernier. La place de Klobuchar parmi les 3 premiers s'est assurée aux dépens du sénateur de Massachusetts, Elizabeth Warren, et de l'ancien vice-président Joe Biden. La 5e place de Biden a été un coup porté à ses espoirs présidentiels, bien qu'il ait juré de se battre quand il a parlé à des partisans de la Caroline du Sud. Alors, quand vous entendez tous ces experts et conférenciers parler de la course, dites-le leur, ce n'est pas encore fini, nous venons juste de commencer. L'homme d'affaires Andrew Young et le sénateur de Colorado Michael Bennet ont tous les deux suspendu leur campagne après de mauvais résultats dans l'Iowa et le New Hampshire. Pour nous éplucher cette actualité américaine, j'accueille Marilyn Seyfock, professeure à Howard University, située ici à Washington. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir. Quelle lecture faites-vous des résultats de la primaire démocrate du New Hampshire? Eh bien, il y a des résultats qui sont quand même assez surprenants parce qu'on s'attendait peut-être à un meilleur score de la sénatrice Warren. Donc, ces résultats sont beaucoup en dessous de ce que l'on attendait. Et la grosse surprise, en fait, c'est Buttigieg, le fait que Buttigieg soit juste qu'il talonne Sanders. Cela paraît aussi surprenant parce que, bon, au départ, être maire d'une ville de 40 000 habitants et arriver à cette position dans les primaires démocrates, il faut dire
c'est quand même un score extrêmement appréciable pour lui. Absolument. Alors, le nouveau revers de Joe Biden soulève-t-il des interrogations sur la viabilité de sa campagne après sa première défaite dans l'État de l'Iowa la semaine dernière? Oui et non. Oui, parce que bon, il s'agit quand même il est quand même en quatrième, je dirais quatrième ou presque cinquième place. Et donc on s'attendait à ce que Biden, ancien vice-président, soit quand même parmi les deux premiers. Que ce soit un revers complètement, peut-être pas, parce qu'il y a encore d'autres étapes qui arrivent aux primaires, c'est-à-dire les primaires de la Caroline du Sud, où là, l'électorat africain-américain compte pour plus de 60%, pour 69%, je pense. Les candidats Andrew Yang, vous venez de l'entendre, le sénateur Michael Bennet et le démocrate Deval Patrick viennent de jeter l'éponge. Les 8 candidats toujours en lice ont désormais les yeux rivés sur le Nevada, puis la Caroline du Sud, avant le couperet du Super Tuesday, le 3 mars prochain, où une quinzaine d'États se rendront aux urnes. Ces étapes vont-elles être déterminantes dans cette course à la Maison-Blanche ? Oui, alors ces étapes sont déterminantes. Comme je vous le disais, en Caroline du Sud, l'électorat démocrate tend à pencher pour Biden. Or, surtout parmi les Africains-Américains, les Africains-Américains constituent 61% de l'électorat de cet État. Il y a aussi l'étape de Nevada, où les Africains-Américains sont 13% et les Latinos 19%. Et donc, on verra que si leur choix va continuer à se porter sur Biden ou alors s'ils auront des possibilités nouvelles dans toute cette palette de candidats démocrates. Affaire à suivre, bien évidemment. Marilyn Sefocle, vous êtes professeure à Howard University, également présidente de la Women Ambassadors Foundation. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Toujours dans l'actualité américaine, le président Donald Trump a félicité ce mercredi son ministre de la Justice, Bill Barr, d'être intervenu en faveur de son ex-conseiller, Roger Stone, qui a bénéficié d'une recommandation de peine moindre que celle initialement requise par les procureurs fédéraux. Ils avaient réclamé jusqu'à 9 ans de prison pour Roger Stone, reconnu coupable en novembre dernier de mensonges au Congrès dans le cadre de l'enquête russe. Les 4 procureurs ont indiqué se retirer de l'affaire. L'administration Trump a été accusée d'ingérence judiciaire. Au Burkina Faso, 2 habitants de Tanwal-Bougou ont été tués hier lors d'une attaque djihadiste contre le poste de gendarmerie de la localité située dans le département de Fadangourma. 14 autres personnes ont été blessées alors que 9 assaillants ont été abattus. Un important lot d'armement, des munitions, des téléphones et des motos ont été saisis. Le Burkina, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques régulières depuis ces 5 dernières années. En République démocratique du Congo, le maire de la ville de Beni tire la sonnette d'alarme. Pour Jean-Edmond Bouanakawa, l'arrivée massive des milliers de déplacés fait courir le double danger d'infiltration par des membres du groupe armé ADF et de propagation d'Ebola. Davantage avec Blanche Sanou. Une dizaine de cadavres ont été retrouvés dimanche dans la cité de Mangina après une attaque d'un groupe rebelle dans la province du Nord Kivu. Vendredi, des combattants des forces démocratiques alliées ont tranché la gorge de 8 personnes à Mangina. 2 jours plus tard, 2 femmes et 5 hommes ont été tués à Makeke, la ville voisine. Une situation qui a provoqué la panique et un exode massif vers la ville de Beni. Malheureusement aussi à Mangina, il n'y en a pas de la population. La population de Mangina avait déjà pris fuite ou se déplacé vers Beni, dans le secteur de Madiwe, par même une autre partie. À l'entrée de Beni, une barrière est érigée par les autorités qui procèdent à l'enregistrement des déplacés, au contrôle des identités et des marchandises. Des agents de santé, membres de l'équipe de riposte contre Ebola, prennent la température de ces personnes qui arrivent. Nous sommes toujours inquiets de la situation et elle ne semble pas prendre fin. Que le gouvernement nous vienne en aide et aide aussi les autres victimes face à ces massacres qui durent depuis des années, ça suffit.
Pour rappel, tout se déroule dans une zone touchée par l'épidémie. Déclarée en août 2018, Ebola a déjà causé la mort de 2553 personnes sur 3431 cas de contamination dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La région de Beni, à cheval sur les deux provinces, a été attaquée à plusieurs reprises par les ADF qui, selon les militants, ont massacré plus de 300 personnes depuis octobre. Les efforts visant à contenir l'épidémie d'Ebola ont toujours été entravés par les attaques contre les agents de santé. Encore un mot sur l'épidémie d'Ebola en RD Congo. Des experts de l'OMS se réunissent aujourd'hui à Genève pour dire si la maladie doit toujours être considérée comme une urgence planétaire après une chute des cas rapportés jugée encourageante. En juillet de l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a parlé d'urgence sanitaire mondiale, une qualification donnant à cette agence de l'ONU des pouvoirs accrus pour restreindre les voyages et lever des fonds. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée en août 2018 dans la localité de Mangina, qu'on évoquait il y a un instant, et sévit dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri. Environ 2300 décès ont été enregistrés. Ce qui nous amène à parler du coronavirus, l'autre épidémie qui continue à faire des ravages en Chine. La pneumonie virale, connue désormais comme Covid-19, a fait plus de 1000 morts dans le pays. Pour l'heure, aucun cas confirmé en Afrique, mais la maladie affecte d'ores et déjà l'économie du continent, comme nous allons le voir dans le reportage d'Id Ouessou et Ouba Abdi, avec le commentaire de John Linden. Les relations commerciales entre la Chine et les marchés de l'Afrique de l'Est se sont accrues au cours des dernières années avec l'importation de produits chinois à moindre coût. Mais l'éclosion du coronavirus et la suspension des vols d'Afrique de l'Est vers la Chine signifient moins de produits chinois à vendre. Le virus corona a considérablement affecté notre activité. J'avais l'habitude de voyager tous les 2 mois pour acheter des marchandises en Chine. Aujourd'hui, il nous est interdit de voyager et il faut attendre d'autres instructions. C'est la même histoire en Tanzanie où les propriétaires d'entreprises du marché de Kariako à Dar es Salaam disent manquer de marchandises en provenance de Chine. Cela nous a beaucoup affectés. Nous pourrions vendre des marchandises en provenance de Chine tous les 2 mois. C'est impossible de le faire maintenant parce que nous ne pouvons pas voyager en Chine. Le premier groupe de personnes à ressentir directement cette douleur est celui des petits commerçants, en particulier les jeunes comme ceux du marché de Majengo, du marché de Kongoya, dont les marchandises au détail sont importées de Chine chaque semaine. Après la décision de Kenya Airways et Air Tanzania de suspendre leur vol vers la Chine en raison du virus, les responsables du tourisme en Afrique de l'Est espèrent que la perturbation du trafic aérien ne réduira pas les revenus du tourisme régional, comme cela se fait déjà sentir sur les marchés locaux. Reprise des manifestations en Guinée aujourd'hui, après une pause de quelques semaines, à l'approche du référendum constitutionnel du 1er mars prochain, que l'opposition dénonce comme une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un 3e mandat à la fin de cette année. Les manifestants qui ont transformé la capitale Conakry en quasi-ville morte ont reçu le soutien par vidéo interposée du chef de file de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon, qui a estimé que la mobilisation en Guinée pouvait servir d'inspiration, y compris en France. Et puis, sur le plan international, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé aujourd'hui de frapper partout le régime syrien en cas de nouvelle attaque contre les forces turques au moment où l'escalade des tensions donne lieu à des échanges acrimonieux entre Ankara et Moscou. La province d'Idlib en Syrie est au cœur de ces tensions. En dépit d'un accord de désescalade entre la Turquie et la Russie, le régime de Bachar al-Assad mène depuis plusieurs mois une offensive dans cette région avec l'appui de l'aviation russe. À la catastrophe humanitaire, environ 700 000 personnes ont fui l'offensive. S'est ajoutée une crise inédite entre Ankara et Damas après la mort de 14 soldats turcs en une semaine dans des bombardements de l'artillerie syrienne. Nous émettons de Washington et vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique et maintenant le programme de la seconde partie du Monde aujourd'hui. L'ONG Human Rights Watch a fait état de nombreux enlèvements menés par des séparatistes avant les législatives au Cameroun, pays confronté à un conflit meurtrier dans les régions anglophones. Libéré l'année dernière, l'opposant camerounais Maurice Kamto en parle dans un entretien accordé à la VOA dans la capitale américaine. Qu'il envoie une délégation politique. Un quart de siècle après la chute du régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud, la page de cet épisode sombre et emblématique de l'histoire sud-africaine devrait enfin se tourner. Les dépossédés du district 6 au Cap espèrent bientôt retrouver leur quartier. Gros plan également sur le business des marabouts, ceux-là même qui promettent de résoudre tous les problèmes si vous avez de quoi payer. Enquête à Paris tout à l'heure. Retour sur les élections au Cameroun, des législatives et municipales, vous le savez, ont eu lieu dimanche dernier. D'après la commission électorale, le vote s'est déroulé dans le calme à travers le pays. Mais dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG Human Rights Watch affirme que plus de 100 personnes ont été enlevées par des séparatistes armés dans les régions anglophones avant le double scrutin. L'un des principaux partis d'opposition dans ce pays, le MRC de Maurice Kamto, avait appelé au boycott. L'opposant, souvenez-vous, a été libéré en octobre dernier après d'intenses négociations avec le régime de Yaoundé. Il est de passage ici à Washington. Hier, il était dans les locaux de la VOA où il a accordé un entretien à John Lyndon. C'est depuis 2012 et dans notre projet de société que nous avons dit qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait le résoudre par le dialogue. Le plus terrible et le plus triste, c'est que ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que la crise a pris la tournure que nous connaissons aujourd'hui, conflit armé, nous avons proposé au gouvernement qu'à défaut pour le président en fonction d'aller dans les régions anglophones pour tenir un discours d'apaisement, qu'il envoie une délégation politique composée des représentants, disons des membres du Parlement représentant divers partis politiques à l'Assemblée nationale, composée des leaders religieux et des leaders de la société civile ainsi que des chefs traditionnels, porteurs d'un message de paix et d'apaisement. Cela n'est jamais arrivé, et d'ouvrir ensuite le dialogue. Je voudrais indiquer très clairement ce que nous avons proposé comme solution. C'est une approche en 4 points. Le premier point, c'est de remettre en liberté, de libérer tous les prisonniers politiques anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise, sans tenir compte des actes posés par les uns et les autres. Et je dis y compris M. Ayouk Tabe Sisikou et ses camarades qui ont été condamnés récemment à la peine à vie, à l'emprisonnement à vie et qui sont détenus à la prison principale de Yaoundé. Il faut les libérer pour leur donner la possibilité d'abord de respirer, d'aller voir ce qui reste de leur famille dans les zones en question, mais surtout de se concerter entre eux pour arrêter leur position et désigner leurs représentants à ce dialogue. Ce sont eux les leaders, justement, de la communauté anglophone, dans lesquels la plupart des personnes se reconnaissent. Est-ce que vous êtes en contact avec les leaders sécessionnistes? Non. Évidemment, j'ai rencontré M. Ayouk Tabe Sisikou lorsque j'étais en prison, puisqu'on était dans la même prison. Donc, on ne pouvait pas ne pas se rencontrer, c'est la moindre des choses. Donc, la deuxième étape, c'est de négocier, que les forces de défense camerounaises négocient un cessez-le-feu avec les groupes armés anglophones. Non pas pour que les militaires, les forces de défense camerounaises déposent leurs armes, mais pour créer les conditions de sécurité pour que les groupes armés déposent les leurs, sans courir le risque que l'on tire sur eux. C'est pour cela que nous avons dit cela doit s'accompagner du retrait des forces armées, ce qu'on appelle les forces de 3e catégorie de la zone, pour que le maintien de l'ordre soit assuré par la police et la gendarmerie. Troisième chose à faire, troisième étape, mettre sur pied un plan d'urgence, de reconstruction, notamment des villages qui ont été rasés. Parce que vous ne pouvez pas demander aux populations de rentrer chez elles, aux populations déplacées dans les zones francophones de rentrer chez elles, alors que ces populations n'ont plus de chez elles.
leur maison a été détruite. Donc, il faut un plan de reconstruction rapide, même provisoire, des villages pour permettre aux gens de rentrer et d'envisager les constructions durables plus tard, puisque je m'étais engagé, si j'avais été en capacité de gouverner, non seulement de reconstruire les villages, mais d'aider toutes ces populations financièrement, matériellement, à reprendre une vie normale. Hier, on évoquait le 30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela, leader de la lutte anti-apartheid, premier président noir d'Afrique du Sud et prix Nobel de la paix. L'occasion ce soir de braquer les projecteurs sur le long et douloureux chemin du retour des expulsés du district 6, quartier multiracial du Cap, qui avait été classé comme une zone blanche par le gouvernement minoritaire blanc de l'époque. Davantage avec Lionel Gaïma. Enfant, Cassiem Maurice jouait dans ces rues jusqu'à un certain 11 février 1966. À cette date, le régime de l'apartheid a déclaré son quartier multiracial du Cap zone blanche. 50 000 personnes ont été expulsées de force de ce quartier, toujours connu sous l'appellation de District 6. À environ 300 mètres d'ici, c'était notre maison. Je me souviens encore du jour où le groupe Area Act est venu dire à mon grand-père qu'il devait déménager. Des milliers de familles ont été déracinées et dispersées dans les townships périphériques du Cap. Après la fin de l'apartheid en 1994, de nouvelles lois ont permis la redistribution des terres, mais seules quelques familles ont été ramenées dans le district 6. Ils n'avaient ni les compétences nécessaires, ni la main-d'œuvre requise, ni l'infrastructure. Et surtout, bien qu'il y ait eu de l'argent, l'argent a été gaspillé. En 2018, les héritiers de certaines familles expulsées ont traduit le gouvernement en justice et remporté le procès. Le tribunal a ordonné l'État de construire 954 maisons pour reloger les familles d'ici 2024. Malgré cette décision historique, Cassiem estime que tout n'est pas encore résolu. Le traumatisme est là, c'est déjà arrivé, donc il ne peut pas être effacé, même si nous revenons au district 6. Ce traumatisme ne nous quittera jamais, il sera toujours là. Sa compagne Nouran reste par contre optimiste. Je pense que cela lui apportera un peu de paix quand il rentrera chez lui. Il va s'en sortir. Il sera toujours têtu, mais il ira bien. L'apartheid a laissé les cicatrices dans toute l'Afrique du Sud, notamment dans la répartition inégale des terres. Si elle est bien exécutée, la décision d'autoriser enfin les résidents du district 6 à rentrer chez eux pourrait être un pas vers la guérison des blessures. Elles font souvent sourire avec leurs coquilles et fautes d'orthographe. Ce sont les cartes de visite des marabouts, des publicités que l'on retrouve sur Internet, sur les pare-brises ou encore dans les boîtes aux lettres. Venus d'Afrique ou du Maghreb, ces voyants et guérisseurs autoproclamés le jurent, aucun cas n'est désespéré. Mais attention, les sommes demandées peuvent atteindre des sommes astronomiques. Cette enquête est réalisée à Paris par notre correspondante Elam Lecoeur. Pour les besoins de l'enquête, je suis allée à la rencontre d'un marabout parisien en caméra cachée. Dans mon chapeau, une histoire d'adultère inventée de toutes pièces. Il y a des produits qui se chargent, il y a des sacrifices qui se doivent faire, tout ça là, tu vois. Je dois faire des sacrifices? Oui. C'est-à-dire? Non, c'est moi qui fais ça. Ah, d'accord. C'est toi qui finances tout, mais c'est moi qui travaille. J'ai besoin de 7 caméléons. En tout, ça va faire 1350. 1350 €? Ouais. Mais c'est sur le travail après? Non, il n'y a pas de problème, n'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire tout pour bloquer vite. Parce que si vous n'êtes pas bloqué tout de suite là, parce que trop tard, tu vas le faire quelque chose. Prix de la consultation, 30 €, mais pour retrouver un mari fidèle, bien plus. Maître Baba, Maître Oumar ou encore Maître Abbas, on compte des centaines de marabouts en France et autant de victimes. Hélène a cru au pouvoir de l'un d'entre eux. C'est une fois, 2 fois de consultation. Et la 3e consultation, il m'a demandé 380 € pour entamer les papiers, pour l'Afrique, pour tout. Et toutes les fois que j'allais le voir, il me demandait 1500 €, 1000 €, 2000 €, toutes les fois, parce que faut que l'esprit il soit payé pour faire les sacrifices qu'il fait sur les animaux.
Fragile et en dépression, Hélène est restée sous l'emprise de son marabout pendant presque 2 ans. Au total, elle a donné plus de 15 000 € à cet homme qui lui promettait monts et merveilles. Aujourd'hui, elle se bat pour récupérer son argent et retrouver celui qui l'a manipulé. L'association INAD a pris son dossier en main. 99,99% de marabouts qui sont sur Internet, ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs professionnels formés pour la circonstance. D'après l'INAD, les victimes restent en majorité des femmes qui cherchent un retour d'affection. Mais les marabouts promettent aussi de résoudre bien d'autres choses. Protection contre les ennemis, impuissance sexuelle, chance au jeu, au commerce. Le travail, assure-t-il, est sérieux, rapide et efficace. Il est l'heure maintenant de retrouver Yacouba Ouedraogo pour les sports. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Samuel Eto'o-Fils dit non à l'idée d'organiser la CAN tous les 4 ans. L'ancien international camerounais estime que passer à une compétition quadriennale, comme l'a suggéré le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas une bonne idée. Est-ce l'intérêt des Africains d'organiser une CAN tous les 4 ans? Je crois que c'est plutôt celui des Européens. Ils veulent avoir à disposition les Mohamed Salah, Sadio Mané ou Pierre-Emerick Aubameyang. La FIFA défend l'intérêt des clubs européens, a déclaré le quadruple ballon d'or africain dans le débat africain sur RFI. Comment va-t-on financer notre football? Où va-t-on trouver l'argent? Avec une CAN tous les 4 ans, nous devons mettre notre football au niveau de celui des Européens, a ajouté Samuel Eto'o. Un avis qui tranche avec celui de Didier Drogba, ancien international ivoirien, qui s'est dit plutôt favorable à une CAN tous les 4 ans. Et puis, Pamphile Miayo est le nouveau sélectionneur des Léopards A'. La Fédération congolaise de football a annoncé la nomination de l'entraîneur du tout-puissant Mazembe à la tête des Léopards locaux. En remplacement de Christian Nzengi-Mbiembe, ce dernier a dirigé la sélection durant la campagne des éliminatoires du CHAN 2020. L'ancien assistant de Florent Ibenge conduira l'équipe au prochain championnat d'Afrique des Nations, prévu en avril au Cameroun. La R du Congo, vainqueur du CHAN en 2009 et 2016, connaîtra ses adversaires de la phase de poule le 17 février à Yaoundé, à l'issue du tirage au sort. Et pour finir, Emmanuel Adebayor s'est engagé avec un club paraguayen. L'Olympia, quadruple champion en titre du Paraguay, a annoncé la signature de l'attaquant togolais. À 36 ans, l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City évoluera aux côtés de son ex-coéquipier chez les Citizens. L'attaquant paraguayen Rocky Santa Cruz, meilleur buteur de la saison 2019 au Paraguay. Le Togolais, formé au FC Metz, finaliste de la Ligue des Champions en 2004 avec Monaco, était sans club depuis décembre 2019 et la résiliation de son contrat avec le club turc de Kayserispor. Voilà, on s'arrête ici pour les sports. On se retrouve demain. Merci bien, Yacouba Ouedraogo. À demain. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. À demain si vous le voulez bien. Le Sénat